Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet délicat, mais extrêmement important, le refus IRCC. Beaucoup de candidats se retrouvent dans une situation douloureuse lorsqu'ils reçoivent un refus de leur demande d'immigration et le refus peut parfois être accompagné d'une interdiction de territoire. Dans certains cas, le problème vient de l'utilisation de faux documents, ce qui est très grave. Mais dans d'autres cas, les documents étaient bel et bien authentiques, simplement mal présentés, mal formatés ou sans les explications nécessaires pour permettre à l'agent d'IRCC de prendre une décision éclairée. Dans cette vidéo, je vais donc vous expliquer la différence entre un refus lié à de faux documents et un refus lié à des documents mal présentés. Je vais aussi vous expliquer les conséquences réelles de chacune de ces situations. Et puis, je vais vous expliquer les recours possibles et surtout comment éviter de vous retrouver dans cette impasse. Et restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais vous présenter un tableau exclusif tiré de mon site internet. Donc, un tableau récapitulatif vraiment qui permettra que vous compreniez vraiment les différentes options qui s'offrent à vous en cas de refus, surtout dans des refus comme un refus avec une interdiction de territoire qui signifie pour vous quand même que vous ne pourrez pas facilement venir au Canada pendant un certain bout de temps. Donc, ça résumera le tableau résumera de manière claire et visuelle toutes ces options possibles selon votre situation. Premièrement, nous allons essayer de vous faire comprendre qu'est-ce qu'un refus IRCC. Donc, un refus IRCC, c'est la décision de l'agent d'immigration de rejeter votre demande. Cela peut arriver pour plusieurs raisons. Par exemple, pour manque de preuves, pour incohérence dans votre dossier, pour non-respect des critères d'admissibilité au programme pour lequel vous postulez, ou encore pour soupçon de fausses déclarations, ou alors pour une autre raison qui vous rend interdit ou interdite de territoire au Canada. Il faut distinguer deux grands cas de figure. Les faux documents. Ici, il s'agit de documents falsifiés, trafiqués, inventés. Et puis l'autre cas, ce sont des documents authentiques mais mal présentés. Par exemple, un relevé de compte qui n'est pas au bon format, qui a été mal obtenu. Pourtant, le compte était un vrai compte. Une traduction non certifiée, une preuve qui n'a pas été expliquée dans une lettre d'accompagnement. Voilà. Donc, ça peut prêter à confusion, ça peut éveiller des soupçons. Pourtant, c'était de vrais documents. C'est pour ça que vous devez être ordonné dans ce que vous faites. Vérifiez quelles sont les exigences exactes pour chaque document avant de soumettre. Très important pour éviter la perte de temps et tous les risques liés à ça. Bon, nous allons voir maintenant les conséquences graves en cas de faux documents. Donc, fournir de faux documents est une des pires erreurs que l'on puisse faire dans un dossier d'immigration. La loi canadienne est claire sur le point. Selon l'article 40 de la loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, toute fausse déclaration, qu'elle soit volontaire ou par omission, entraîne une interdiction de territoire. Cela veut dire que la personne devient inadmissible au Canada pour une période pouvant aller jusqu'à 5 ans. Donc, pendant cette durée, elle ne peut pas présenter de nouvelles demandes, que ce soit pour immigrer, travailler, étudier ou même visiter le Canada. Et au-delà de la durée d'interdiction, le problème, c'est la perte de crédibilité. Parce qu'IRCC garde une trace de vos demandes, de votre historique d'immigration. Cela signifie que même après l'expiration de la sanction, vos futures demandes seront scrutées avec beaucoup plus de sévérité. Bref, les faux documents, c'est un choix qui détruit presque définitivement vos chances de venir au Canada. Alors, quand est-ce que les documents sont authentiques mais mal présentés? Parce qu'il faut bien comprendre. Faut pas... Donc, maintenant, il y a l'autre cas, comme j'ai dit, beaucoup plus fréquent et parfois frustrant pour les personnes qui ont travaillé dur pour leur demande. Vos documents sont authentiques, mais ils ne sont pas présentés correctement. Donc, voici quelques erreurs classiques. Par exemple, les documents envoyés dans un mauvais format, des fichiers illisibles,
des résolutions qui sont mauvaises, on ne voit rien, ou des documents tronqués. Voilà, c'est des choses comme ça. Donc, les traductions, par exemple, n'ont pas été faites, ça c'est un autre cas, par un traducteur agréé, ce qui les rend non valides. Ou alors, il manque des annexes ou des explications pour que l'agent comprenne le contexte. Et puis, un dernier cas, aucun résumé, aucune lettre explicative n'accompagne les preuves et donc l'agent doit deviner. Vous comprenez qu'il ne peut pas deviner. Et surtout, s'il mène des enquêtes, s'il essaye, par exemple, de contacter, dans le cadre d'une expérience de travail douteuse, s'il essaye de contacter l'employeur et n'arrive pas, ça peut renforcer ses doutes. Donc, vous comprenez, c'est pourquoi vraiment il faut faire très attention lorsque vous n'arrivez pas à obtenir des documents comme demandé. Ça doit nécessiter pour vous une explication sérieuse et avec vraiment d'autres preuves vraiment que vous pouvez joindre pour faire le maximum pour que vos chances soient le plus élevées possible. Voilà. Donc, dans ce cas, IRCC peut conclure que la preuve n'est pas suffisante. Donc, dans les cas que j'ai cités. Et même si vos documents sont vrais, ils ne permettent pas de démontrer ce que vous affirmez et de confirmer que vous avez fourni les documents dans le bon format, comme demandé. Donc, le résultat, ça penche plus vers le refus. Donc, la leçon ici, c'est que l'authenticité ne suffit pas. La clarté et la présentation sont tout aussi importantes. Voilà. Donc, même si c'est authentique, mais c'est pas clair, c'est pas comme demandé, voilà, c'est pas vraiment acceptable, vous voyez, ça peut entraîner aussi un refus. Alors, quels sont les recours possibles après un refus de IRCC? Il y a plusieurs options qui varient selon la gravité de la situation. Une option, la première, qu'on envisage souvent, c'est une demande de réexamen. Dans de rares cas, si vous pouvez démontrer qu'une erreur manifeste a été commise, vous pouvez demander à IRCC de revoir la décision. L'autre possibilité, c'est de faire une nouvelle demande. C'est souvent la meilleure option lorsque le refus est lié à une erreur du candidat à l'immigration. Dans ce cas, si l'erreur est manifeste, vous ne pouvez pas demander un réexamen, c'est peine perdue. Vous devez soumettre une nouvelle demande et reformuler votre dossier, ajouter des preuves, corriger les formats des documents et réessayer. Troisième possibilité, le recours judiciaire avec l'aide d'un avocat. Et donc, si vous estimez que l'agent a commis une erreur de droit ou de procédure, vous pouvez aller à la Cour fédérale avec l'aide d'un avocat membre d'un barreau canadien. Vous pouvez aller à la Cour fédérale du Canada pour contester la décision qui a été prise. Mais attention, le recours, ça n'examine pas forcément les preuves, mais la légalité de la décision. Voilà, donc ça, c'est votre avocat, l'avocat que vous allez choisir, qui va étudier et puis vous aider à aller plus loin dans cette voie-là. Et puis, il y a une consultation professionnelle qui peut vous aider, qui peut vraiment vous éclairer mieux, qui est une étape clé. C'est-à-dire un consultant réglementé en immigration canadienne, comme moi, ou un autre professionnel de l'immigration peut analyser votre refus, la lettre de refus, identifier les failles et puis vous préparer et vous présenter la meilleure stratégie pour la suite de votre projet. Voilà. Donc, maintenant, quelques conseils pour prévenir un refus. Parce que prévenir vaut mieux que guérir, c'est ce qu'on dit souvent. Donc, premièrement, n'utilisez jamais de faux documents. Si vous n'avez pas un document, vous ne l'avez pas. Ne le fabriquez pas. Parce que les conséquences seront désastreuses, comme on a vu avant. Deuxième chose, formatez correctement vos documents. Utilisez des PDF clairs, complets et lisibles. Et si c'est des documents physiques que vous devez envoyer, faites la même chose. Ils doivent être clairs, complets et lisibles. Maintenant, ensuite, faites traduire vos documents par un traducteur agréé. Si vous avez besoin de faire des traductions, ça doit être par un traducteur agréé, reconnu.
Ensuite, accompagnez vos preuves d'explication. Une lettre explicative bien rédigée peut faire toute la différence. Si vous ne savez pas comment le faire, je peux vous aider à rédiger une lettre explicative pour votre demande. Ensuite, soyez cohérent. Chaque information doit correspondre à ce que vous avez déclaré dans votre profil ou vos formulaires. Donc, vous ne pouvez pas déclarer quelque chose dans votre profil ou dans les formulaires et puis donner un document qui contredit ou qui dit vraiment quelque chose de totalement différent. Vous ne pouvez pas faire ça. Ça va entraîner rapidement un refus. Donc, demandez l'aide, comme j'ai dit, d'un professionnel comme moi dès le départ. Ça va vous aider à éviter beaucoup d'erreurs qui coûtent cher. Voilà. Maintenant, je vais vous présenter le tableau récapitulatif dont j'ai parlé au début. Donc, ça va permettre que vous compreniez les différentes options qui se présentent à vous. Ce tableau est tiré de mon site Internet. Donc, et ça récapitule, comme j'ai dit, de manière simple et visuelle, les différentes situations possibles et les options qui s'offrent à vous selon votre cas. Alors, avant de vous montrer en détail le tableau, je tiens à préciser une chose. Ce tableau est conçu pour vous aider à vous situer rapidement. Vous y verrez clairement la différence entre un refus dû à de faux documents et un refus dû à des documents mal présentés. Vous comprendrez aussi quelles sont vos possibilités. Voilà. Donc, je vais vous présenter le tableau à l'écran. Vous le voyez à l'écran déjà. Et vous expliquer chaque partie pour que vous puissiez immédiatement savoir où vous vous trouvez. Donc, premier cas de figure, on a un réexamen. Donc, le réexamen, vous demandez à l'agent de reconsidérer la décision. Et vous utilisez ça en cas d'erreur manifeste dans la décision qui saute à l'œil. Et les avantages de cette option, c'est rapide, peu coûteux et simple. L'inconvénient, c'est qu'on n'admet pas de nouveaux documents. Vous ne pouvez pas emmener de nouveaux éléments pour ça. Vous devez demander le réexamen de la décision sur la base des documents qui ont été soumis lorsque vous avez soumis la demande. Voilà. Donc, deuxième option, une nouvelle demande. Donc, l'usage principal, c'est en cas d'amélioration du dossier, de nouveaux éléments, nouveaux documents qui ne contredisent pas ce que vous avez dit avant ou qui n'amènent pas à une contradiction grave qui laisserait penser que vous aviez fait une fausse déclaration. Parce que si vous avez fait quelque chose comme ça, je vous conseille de voir un professionnel pour vraiment expliquer la situation et voir qu'est-ce qu'il faut faire si vous avez commis de telles erreurs. Donc ça, c'est si vous améliorez votre dossier, apportez de nouveaux documents corrigés, mieux présentés. Et puis l'avantage, c'est le contrôle complet de la présentation de votre demande, de votre nouvelle demande. Maintenant, vous savez qu'est-ce qu'il faut faire et vous le faites correctement. L'inconvénient, c'est que s'il n'y a rien de vraiment nouveau, vous risquez un autre refus. Et là, ça fait plus de coûts, plus de délais. Voilà. Donc, c'est souvent conseillé quand vous avez déjà un premier refus, pour gagner du temps, augmenter vos chances de voir un professionnel comme moi, pour ne pas avoir à revenir faire les mêmes choses, vraiment, faire les mêmes erreurs. Une autre possibilité, c'est le recours judiciaire, comme j'ai dit. Voilà, vous pouvez aller à la Cour fédérale si la décision est irrationnelle, s'il y a une erreur de droit. Ça, c'est au juge d'en décider. Mais si vous pensez à ça, vous pouvez vous faire aider par un avocat et aller à la Cour fédérale. Voilà. Et donc, ça permet une possible réouverture du dossier pour regarder qu'est-ce qui a conduit à la décision. Est-ce que ça respectait la loi, cette décision-là? Et puis, l'inconvénient, c'est que c'est une procédure coûteuse et complexe. Et c'est assez long quand même. Voilà. L'autre option, c'est de changer de programme. Vous explorez d'autres voies. Hein?
votre vraie voie, si je peux dire ça comme ça. Peut-être vous avez commencé par Entrée Express et en fait, non, vous deviez plutôt aller à un autre programme. Peut-être vous deviez faire un permis d'études d'abord, je sais pas. En tout cas, il y a beaucoup de programmes d'immigration au Canada et les critères d'admissibilité ne sont pas les mêmes pour tous les programmes. Donc, vous pouvez explorer d'autres voies ou vous faire aider pour explorer, pour trouver le programme le plus adapté à votre profil et à votre projet. Et l'avantage, c'est que ça donne une nouvelle orientation à votre projet et puis ça peut être porteur d'espoir. Ça peut permettre de voir plus clair et puis d'augmenter les chances si le nouveau programme choisi correspond plus à votre profil et à votre projet que l'ancien, que celui pour lequel vous avez reçu un refus. Voilà, donc c'est ça. L'inconvénient, c'est que les critères d'éligibilité changent et puis les exigences changent. Donc, vous devez revoir de fond en comble les documents que vous aviez soumis avant parce que ça risque de ne pas être les mêmes documents qui seront demandés. Voilà. Et enfin, quelque chose qui a plus trait aux procédures, avec les avocats, c'est ce qu'on appelle le mandat mousse. C'est quand il y a un retard excessif sans décision. Ça n'a pas trait à un refus, mais chaque programme a un délai de traitement moyen qui est indiqué sur le site de IRCC. Donc, si votre demande met trop long, vous pouvez voir avec peut-être un avocat, un professionnel autorisé à le faire, comment forcer l'immigration à agir, à prendre une décision. Mais par contre, cette procédure aussi est longue et complexe juridiquement. Donc, vous devez vraiment le faire quand c'est réellement nécessaire. Quand c'est réellement nécessaire. Voilà. Donc, en gros, c'est ça. Donc, voilà le tableau. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire en commentaire. Vous avez mon WhatsApp et mon email. Vous pouvez m'écrire si vous avez des questions ou des observations concernant ce tableau. Bien sûr, ça dépend aussi du fait que vous ayez soumis de faux documents ou de vrais documents. Parce que si vous avez soumis de faux documents et avez reçu une interdiction du territoire, tout ça ne sert à rien réellement. Parce que là, la faute est avérée. Mais ce tableau est valable si vous pensez qu'il y a erreur dans la décision ou si vous pensez que vous avez de nouvelles chances si vous soumettez une nouvelle demande. Mais si vous avez eu un refus avec interdiction de territoire et que vous avez soumis de faux documents ou fait de fausses déclarations, ça ne sert vraiment à rien. Vous devez juste attendre le délai d'interdiction de 5 ans en général. Et après ce délai-là, vous pourrez à nouveau redémarrer votre projet d'immigration. Ça, c'était la précision que je voulais apporter. Alors, en résumé, donc, il y a deux grandes erreurs qui mènent à un refus de IRCC. Premièrement, fournir de faux documents avec des conséquences extrêmement graves, comme j'ai dit. Et deuxième grande erreur, fournir des documents authentiques mais mal présentés, mal formatés, fournis en désordre, hein, pas comme demandé en tout cas, et puis ça conduit tout de même à un refus. Ça limite vos chances d'acceptation. Et puis voilà, ça vous donne plus de travail. Donc dans les deux cas, les répercussions sont lourdes. Mais il existe toujours des solutions, que ce soit une nouvelle demande mieux préparée, un recours légal, une demande de réexamen, si vous estimez avoir subi une injustice. Mais si la décision est fondée, vous devrez juste assumer les conséquences de la décision qui a été prise, comme j'ai dit tantôt. Le tableau que je viens de vous présenter est là pour vous guider si vous estimez que la décision n'est pas fondée. Si vous êtes confronté à cette situation ou si vous voulez éviter d'y arriver, n'hésitez pas à me contacter. Donc, comme j'ai dit, mon contact est en description, mon email, mon WhatsApp. Vous avez également
le lien pour prendre un rendez-vous pour une consultation, pour voir votre situation ensemble, pour bénéficier d'un accompagnement. Voilà, tout ça est dans la description. Et dans la description aussi, je vais mettre le lien vers la page de mon site web où se trouve le tableau. Donc, vous pouvez aussi trouver le lien vers cet article sur mon blog dans la description. Et surtout, abonnez-vous à cette chaîne, laissez un commentaire avec vos questions ou vos expériences et partagez cette vidéo pour aider d'autres personnes qui pourraient être dans la même situation. Merci de votre attention et à bientôt pour une nouvelle vidéo sur l'immigration et la vie au Canada. Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Imaginez attendre des années pour réaliser votre rêve canadien ou des mois. Vous avez tout préparé, vous avez rempli les formulaires, vous avez payé les frais, vous avez envoyé les preuves à l'appui et au bout du processus, il ne se passe rien. Donc, il n'y a pas de oui, il n'y a pas de non, le dossier traîne et puis c'est silencieux du côté de IRCC. Donc, on appelle souvent ça un refus silencieux parce que votre dossier traîne de long en large, ça dépasse largement le délai de traitement normal, moyen qui est inscrit sur le site. Et c'est une réalité que beaucoup ne connaissent pas, mais c'est souvent dévastateur dans le parcours d'immigration parce que souvent, quand vous soumettez votre demande, vous êtes au courant des délais de traitement. Par exemple, prenons Entrée Express, on sait que le délai de traitement moyen, c'est 6 mois ou moins. Donc, quand un dossier dépasse 6 mois, on s'inquiète déjà, qu'est-ce qui se passe, même avant 6 mois souvent, parce que les acceptations ou les refus sont souvent assez rapides. Donc, quand ça traîne de long en large, on se pose des questions. Qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que j'ai soumis correctement? On parcourt encore voyez, les éléments soumis pour se rassurer. Et donc, c'est ça qu'on appelle souvent les refus silencieux. C'est lorsque IRCC cesse toute communication pendant un bon bout de temps, au-delà parfois du délai de traitement inscrit sur le site. Donc, ça signifie que peut-être on a cessé simplement de traiter votre dossier sans jamais émettre de décision officielle. Il n'y a pas de lettre expliquant les raisons. Il n'y a pas de notification de refus. Il y a seulement votre dossier qui stagne indéfiniment. Voilà. Donc, pour les demandeurs, ça signifie rester dans une zone grise. Donc, c'est impossible d'avancer, c'est impossible de planifier un avenir avec une procédure comme ça. Ou même de comprendre ce qui n'a pas fonctionné, ou si quelque chose ne va pas, on ne sait pas. Donc, pour des familles, c'est assez difficile. Souvent, quand on est à distance, souvent des carrières qui sont mises en stand-by, vous voyez des carrières en stand-by, des rêves d'immigration qui s'éteignent sans explication claire. Donc, pourquoi souvent il y a des silences comme ça? Pourquoi ça traîne? Derrière ce genre de situation, il peut y avoir plusieurs raisons. Ça peut être que votre dossier est incomplet, donc il y a des documents manquants, il y a des erreurs de remplissage de formulaires. Mais d'habitude, ça occasionne souvent un retour ou un refus de votre demande. Voilà, donc même jusque-là, ça ne se comprend pas que ça traîne. Une autre raison, ça peut être un délai non respecté. Donc, vous avez fourni, par exemple, soumis votre demande et puis après vous vous êtes rendu compte que vous aviez oublié quelque chose et puis vous soumettez séparément de la demande initiale, vous voyez. Donc ça va créer forcément beaucoup de voilà, il faut plus d'opérations pour mettre tout ça ensemble. Vous savez que c'est une machine quand même assez lourde, l'immigration. Donc quand vous soumettez les choses en pièces détachées, ça peut vraiment allonger les délais pour comprendre pourquoi ça s'est passé comme ça, mettre tout ça ensemble et puis décider. Voilà. Donc, ça peut être ça, que vous avez fourni un document, un formulaire en retard après avoir soumis la demande. Voilà. Une autre raison, ça peut être des incohérences dans votre dossier, dans votre demande. Donc, ça peut pousser l'agent à mettre de côté parce qu'il a un lot de dossiers à traiter, souvent.
Les agents n'ont pas qu'un seul dossier à traiter, ils ont un quota de dossiers à traiter. Et dans les dossiers compliqués, souvent, vous-même vous mettez à leur place. Vous vous mettez à leur place quand vous envoyez un dossier qui n'est pas bien ficelé, qui n'est pas en ordre, qui est avec beaucoup d'incohérences. Ça peut allonger le délai de traitement. Et puis, on ne souhaite pas quand même que votre dossier ralentisse le traitement des dossiers des gens qui ont bien soumis leur demande. Donc, vous comprenez que je suppose que c'est ça, parce que si c'était moi, je ferais pareil. Donc, si vous voulez soumettre une demande, soumettez-la correctement, en ordre avec tout ce qui est demandé, classé correctement. Classé correctement. Ça fait que l'agent a tout ce qu'il faut au moment de commencer le traitement de votre demande et il termine son travail rapidement. Ça, vous serez content aussi. Donc, les incohérences peuvent pousser l'agent à retarder la décision, le temps de comprendre clairement qu'est-ce qui se passe, comprendre les incohérences qu'il y a peut-être dans votre dossier, trouver des explications claires avant de prendre une décision. Voilà. Et puis, ce n'est pas tout. Vous devez savoir, comme j'ai dit, que IRCC, c'est une machine complexe. Il y a beaucoup de programmes. Et puis, il y a des programmes d'immigration temporaire, d'immigration permanente, il y a les réfugiés et tout. Donc, c'est vraiment compliqué le travail. Il y a les lois qui changent tout le temps. Voilà, c'est une charge de travail assez énorme. Les agents doivent s'adapter en permanence aux changements de loi, aux complexités des dossiers. Il y a des changements de politique même, c'est-à-dire à l'intérieur d'une loi, on peut changer des choses dans la manière de fonctionner. Voilà. Il y a des sous-programmes qui peuvent être créés en vertu d'une loi. On peut prioriser certaines catégories au détriment d'autres catégories. Il peut y avoir beaucoup de changements comme ça. Et puis, ça impacte sur les demandes en cours. Voilà, on peut mettre même c'est tout un tas de dossiers en stand-by. Donc, ça peut arriver. Ça peut arriver. Et le résultat, c'est que certains dossiers peuvent se perdre dans ce trou noir bureaucratique. C'est-à-dire, vous vous retrouvez peut-être par malchance ou parce que vous êtes à l'origine, vous avez soumis une demande pas correcte, vous retrouvez dans un tourbillon comme ça qui ne finit pas, dans une spirale. Voilà. Donc, c'est ça. Et puis, ça prend beaucoup de temps. Ça peut créer tout ce délai supplémentaire au-delà des délais normaux inscrits sur le site de IRCC. Voilà. Votre dossier est toujours là, mais personne ne s'en occupe. Ou alors la personne qui doit s'en occuper doit avoir la réponse à toutes les questions avant de prendre sa décision. Ça peut arriver que ce soit ça. Donc, comment est-ce que vous repérez ce type de situation-là, les refus silencieux? Il y a des signaux qui doivent vous alerter rapidement. Quand vous soumettez votre demande, c'est pas fini. Vous devez suivre votre demande. Ou alors votre représentant. Si vous avez pris les services d'un représentant, il doit suivre votre demande. Il y a des signaux d'alerte. Le premier signal, c'est que le délai est beaucoup plus long que les estimations officielles. Parce qu'il y a des estimations officielles pour chaque programme. Donc, si le délai est largement plus long que l'estimation officielle, c'est un signal d'alerte. Vous devez vous poser des questions. Donc, si vous recevez des réponses automatiques répétitives sans mise à jour réelle de l'état de votre demande, c'est aussi un problème que vous devez analyser. Et puis, s'il y a l'absence de communication pendant tout ce temps après la soumission de votre demande, jusqu'à dépasser le délai de traitement estimé, là, vous devez vraiment vous poser une question. Voilà. Donc, certaines personnes racontent qu'ils ont senti que quelque chose clochait, quelque chose n'allait pas, bien avant de réaliser que leur dossier avait été carrément comme oublié. Donc, vous devez repérer ces signes précoces pour que ça vous permette d'agir avant qu'il ne soit trop tard. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire si votre demande tombe dans le silence? Donc, vous n'avez pas
on a l'impression que peut-être on a oublié de traiter votre demande. Si vous vous rendez compte qu'une situation pareille arrive, qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a des solutions. Il y a des solutions. La première, c'est faire des requêtes officielles. Donc, vous pouvez utiliser le portail de IRCC, le web form, pour demander l'état de votre dossier. Vous avez le droit de le faire. Donc, il y a un formulaire en ligne qu'on appelle le web form que vous pouvez remplir soit pour soumettre des documents que vous avez oublié de soumettre, soit pour faire des mises à jour, peut-être des changements. Par exemple, vous êtes passé de célibataire à marié, vous avez eu un nouvel enfant. Tous les changements qui peuvent arriver, vous pouvez utiliser ce formulaire pour communiquer avec IRCC concernant une demande. Mais vous pouvez utiliser aussi ce portail, ce formulaire pour demander l'état de votre dossier. Ça, c'est faisable. Deuxièmement, vous pouvez aussi utiliser ce que je peux appeler une escalade. Donc, ça, c'est vraiment passer à la vitesse supérieure. Là, vous allez contacter peut-être un député fédéral si vous êtes au Canada. Vous pouvez contacter un avocat spécialisé qui peut faire ce qu'on appelle un mandat mousse. Voilà. Qui peut faire ce qu'on appelle un mandat mousse pour demander qu'est-ce qui se passe. Voilà. Donc, un mandat mousse, je vais vous donner la définition exacte. C'est un recours juridique pour forcer IRCC à remplir son devoir lorsqu'il y a un délai déraisonnable dans le traitement d'une demande d'immigration. Donc, l'avocat peut utiliser ce canal-là pour forcer IRCC à avancer sur votre dossier ou à dire qu'est-ce qui ne va pas. Voilà. Donc, je ne suis pas spécialiste de ce genre de démarche, mais si ça vous intéresse, vous pouvez contacter un avocat. Voilà, ok. Donc, une autre démarche, c'est voilà, ce que j'appellerais la documentation minutieuse. Donc, vous devez anticiper sur tout ce qui peut se passer après que vous ayez soumis votre demande. Donc, vous devez conserver chaque preuve de ce qui a été soumis. Vous devez conserver chaque courriel que vous avez envoyé ou reçu. Vous devez conserver les accusés de réception. Et ces éléments sont essentiels. Si jamais vous devez contester une situation, vous devez avoir en main tous les échanges que vous avez eus avec IRCC. Voilà. Donc, vous devez conserver la documentation. Gardez tout ce que vous avez soumis, tout ce que vous avez échangé, au cas où ça pourrait vous servir plus tard. Donc, ne fonctionnez pas dans le désordre. Ne fonctionnez pas dans le désordre. Et voilà. Dans certains cas, la persévérance et puis l'appui d'un professionnel, ça peut débloquer des dossiers laissés de côté. Ça peut faire un peu avancer, comme j'ai dit. Voilà. Il y a une bonne nouvelle, surtout pour les personnes qui ont des demandes déjà refusées, c'est que ce genre de sujet n'est plus totalement ignoré parce que des gens se plaignent. Des gens se plaignent. Voilà, les délais inexplicables. Il y a des délais inexplicables. Il y a des décisions dont on ne comprend pas la raison. Voilà, donc il y a des parties prenantes qui exigent plus de transparence et puis le ministère de l'Immigration a tendance récemment à entendre ce message. Et donc actuellement, il y a des efforts qui sont faits pour rendre les raisons de refus plus claires et plus accessibles à tous les demandeurs. L'objectif, c'est simple, c'est finir avec le silence administratif et permettre à chacun de comprendre pourquoi son dossier est refusé. Et peut-être aussi, je suppose, pourquoi les délais s'allongent. Donc, plus de transparence et ça vous permet de rebondir et puis de mieux vous préparer pour la suite. Parce que si vous comprenez la raison d'une décision ou la raison pour laquelle votre dossier traîne, ça peut vous permettre de prendre des actions nécessaires, soit pour corriger la situation, soit pour mener
des actions peut-être de contestation. Ça peut arriver. Voilà. Donc, pour finir, on va résumer les refus silencieux. C'est une épreuve injuste, hein, c'est pas facile. Mais ça ne doit pas rester invisible et vous ne devez pas rester sans rien faire. On a vu quelques actions que vous pourriez mener. Donc, en partageant votre expérience, en vous informant, en exigeant de la transparence, vous allez participer à ce que beaucoup de parties prenantes font déjà. Donc, visez à avoir un système plus juste et plus humain, plus transparent, qui communique plus. Pour compléter un peu, je vais aussi ajouter, je vois que vous pouvez aussi utiliser comme la page Facebook, par exemple, en tout cas les pages de réseaux sociaux, pour poser des questions d'ordre général à IRCC. Mais ça ne concerne pas des cas particuliers. Si vous voulez parler d'un dossier dont le traitement est en cours, vous devez utiliser les voies officielles, le web form, peut-être passer par un avocat ou quelque chose comme ça, ou votre représentant qui va communiquer avec IRCC. Voilà. Donc, si cette vidéo vous a éclairé un peu, abonnez-vous à la chaîne, laissez un commentaire sur votre expérience, si vous êtes dans ce cas-là avec un dossier qui traîne, et consultez la description pour trouver des ressources utiles, pour trouver mon contact, pour trouver le lien si vous voulez une consultation, voilà, pour trouver la réponse à vos questions. Il y a aussi le lien pour prendre rendez-vous avec moi dans la description, donc pour la dite consultation. Et puis, j'ai déjà dit, je pense qu'il y a mon numéro WhatsApp dans la description, il y a mon email, vous pouvez m'envoyer un message. Voilà. Donc, merci d'avoir suivi cette vidéo sur un sujet assez difficile pour beaucoup de demandeurs. Donc, merci et à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur l'immigration et la vie au Canada. Bonjour, bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous abordons un motif de refus fréquent, mais souvent mal compris, les voyages antérieurs, ou plus précisément l'absence de voyage. Certains candidats se voient refuser un visa parce qu'ils n'ont jamais quitté leur pays ou parce que leurs anciens séjours soulèvent des questions. Pourtant, cela ne veut pas dire qu'ils sont de mauvais candidats. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment anticiper, justifier et rassurer un agent d'immigration face à ces éléments. Vous verrez aussi comment rédiger une lettre explicative convaincante pour répondre à ce motif. Avant de plonger dans le sujet, prenez quelques secondes pour vous abonner à la chaîne. Si vous cherchez des conseils concrets, clairs et à jour sur les visas, permis, refus et appels, cette chaîne est pour vous. Chaque semaine, je publie des vidéos utiles basées sur des cas réels et des expériences clients. Vous pouvez aussi liker cette vidéo si elle vous apporte de la valeur ou la partager à une personne concernée. Enfin, si vous souhaitez un accompagnement personnalisé, le lien pour prendre rendez-vous est dans la description et à la fin de cette vidéo aussi. Alors, pourquoi les voyages antérieurs sont analysés? Les agents d'immigration examinent vos voyages passés pour une raison simple, prédire votre comportement futur. Avez-vous respecté les conditions de votre visa auparavant? Êtes-vous bien rentré à temps? Ces éléments permettent de mesurer votre fiabilité. Si vous êtes revenu après chaque séjour à l'étranger, c'est un bon indicateur que vous respecterez aussi les règles canadiennes. Inversement, un manque de voyage ou des séjours douteux peuvent semer le doute. Bref, vos voyages sont un indice indirect de votre intention réelle. Alors, qu'est-ce que ça signifie un refus pour absence de voyage? Ne pas avoir voyagé n'est pas un crime. C'est pas un crime. Mais dans les yeux d'un agent, cela crée un vide d'information. L'agent se dit, je ne sais pas s'il rentrera après son séjour. Il n'y a aucun historique sur lequel s'appuyer.
L'agent peut craindre que vous utilisiez ce visa pour rester au Canada de manière permanente, surtout si d'autres éléments de votre dossier renforcent cette idée. Ce n'est pas une décision personnelle, c'est une question de gestion des risques migratoires. Il faut donc compenser cette absence de voyage par d'autres preuves solides de retour dans votre pays d'origine après votre séjour. Il est utile de connaître les formulations typiques utilisées par les agents d'immigration. Elles peuvent paraître vagues, mais chacune traduit un problème perçu. Par exemple, absence d'antécédents de voyage veut dire que l'agent ne sait pas comment vous vous comportez à l'étranger. Intention d'immigrer reflète un doute sur le caractère temporaire de votre séjour. L'objectif est de déchiffrer ces phrases pour y répondre efficacement dans votre prochain dossier ou votre prochaine demande. Une fois que vous comprenez ce que ces mots cachent, vous pouvez préparer une réponse ciblée. Si vous n'avez jamais voyagé, il faut rassurer l'agent autrement. Commencez par expliquer clairement la raison de votre voyage. Tourisme, visite familiale, conférence et d'autres raisons. Ensuite, montrez que vous avez de solides attaches dans votre pays. Par exemple, un travail, des études en cours, des biens de la famille que vous avez laissés derrière. Et incluez une lettre explicative bien structurée qui insiste sur la durée courte du séjour et votre volonté de respecter les règles. Mentionnez vos obligations au pays après le voyage. Plus vous donnez à l'agent des éléments concrets qui prouvent votre retour volontaire, plus vous le mettez en confiance. Si vous avez déjà voyagé, même brièvement, utilisez-le à votre avantage. Joignez les anciens visas, tampons, billets d'avion ou autres preuves d'entrée et de sortie. Expliquez ce que vous avez fait et surtout que vous êtes rentré dans les délais prévus. Si vous avez fait plusieurs séjours de courte durée, montrez la régularité et le respect des conditions. Cela renforce votre crédibilité. Même un ou deux voyages bien présentés peuvent faire pencher la balance en votre faveur. Le but est de démontrer votre bon historique migratoire. Si vous avez eu des problèmes dans le passé, ne les cachez surtout pas. L'honnêteté est toujours préférable. Expliquez brièvement ce qui s'est passé, ce que vous avez appris de cette expérience et pourquoi la situation ne se reproduira pas. Mentionnez les mesures prises depuis pour régulariser votre parcours. Fournissez des preuves concrètes que vous êtes aujourd'hui en règle et que vous avez un projet clair, limité dans le temps. Une explication honnête, cohérente et assumée peut atténuer considérablement un dossier fragile. L'absence de voyage peut être compensée par d'autres éléments solides. Mettez en avant votre situation professionnelle, familiale, sociale, etc. Avez-vous un emploi stable? Avez-vous des études en cours, des enfants ou parents à charge? Proposez une preuve claire de retour. Par exemple, un congé approuvé, une attestation de reprise de poste, une lettre de votre université. Chaque pièce sert à montrer que vous avez tout intérêt à rentrer. Plus vous démontrez vos attaches durables dans votre pays, plus vous contrebalancez l'absence d'historique de voyage. Tout votre dossier doit parler d'une seule voix. Si vous écrivez que vous partez 2 semaines, mais que votre lettre d'invitation indique 3 mois, l'agent peut soupçonner une incohérence. Même chose si votre profil familial ou professionnel contredit votre lettre explicative. La cohérence est essentielle. Relisez tout. Formulaire, lettre, preuves financières, date de séjour, but du voyage et harmonisez votre message. Un agent qui sent la confusion ou des contradictions dans votre dossier risque de pencher vers le refus, même en l'absence d'éléments problématiques majeurs. Votre lettre explicative est l'outil le plus stratégique de votre demande. Elle doit être claire, bien structurée et surtout personnalisée. Évitez les modèles génériques de lettres. Expliquez calmement votre parcours, vos intentions et les garanties de retour. Ne répétez pas les formulaires. Ajoutez une dimension humaine. Répondez aux craintes potentielles de l'agent.
sur l'absence de voyage, par exemple, sur les manques d'attache, sur votre profil atypique. Et une bonne lettre peut transformer une demande faible en demande acceptable. Elle montre votre sérieux, votre préparation et votre volonté de respecter les règles. Certaines erreurs peuvent entraîner un refus immédiat. Mentir sur vos antécédents de voyage, fournir de faux documents ou des lettres d'invitation douteuses est une grave erreur. Même si cela vous semble anodin, les agents ont accès à des bases de données et les incohérences ressortent vite. De plus, un faux document peut entraîner une interdiction du territoire pour 5 ans. Évitez aussi les documents vagues ou non datés. Tout ce que vous fournissez doit être traçable, vérifiable et cohérent, authentique. En immigration, l'honnêteté, la clarté et la précision sont vos meilleurs alliés. Un consultant réglementé en immigration canadienne comme moi peut réellement faire la différence dans votre dossier. Il connaît les motifs de refus fréquents, les attentes des agents, les stratégies à adopter pour maximiser vos chances. Il ne se contente pas de remplir des formulaires, il analyse votre situation personnelle, vous aide à rédiger une lettre explicative sur mesure, à organiser vos pièces justificatives, à anticiper les objections potentielles. Il peut aussi vous accompagner en cas de refus pour préparer une nouvelle demande plus solide ou faire une demande de réexamen. C'est un gain de temps, un gain d'énergie et d'efficacité pour vous, surtout lorsque l'enjeu est important. Il est important de savoir que de nombreux candidats sans voyage antérieur ont tout de même obtenu leur visa. Ce n'est pas l'absence de voyage qui entraîne le refus, mais l'absence de preuves solides en contrepartie. Par exemple, un jeune diplômé sans voyage, mais avec un emploi stable et un bon dossier pourrait être accepté. Une femme au foyer sans antécédent de séjour, mais ayant des enfants à charge et un mari au pays également pourrait être acceptée. Ces exemples montrent que chaque profil est unique et que bien préparé, même un dossier fragile peut réussir. Vous l'avez compris, un refus pour manque de voyage passé n'est pas une fin en soi. C'est un signal à prendre au sérieux, mais que l'on peut désamorcer avec une bonne stratégie. L'essentiel est de rassurer l'agent, de démontrer votre intention temporaire et vos attaches solides à votre pays. Si vous souhaitez que je vous accompagne personnellement dans la préparation de votre demande, visitez venioimmigration.com/consultation ou contactez-moi sur WhatsApp ou encore envoyez-moi un email. Donc, vous voyez mon contact à l'écran, mes différents contacts. Likez, commentez, abonnez-vous et à bientôt pour une nouvelle vidéo utile. Comment contester une lettre de refus en immigration au Canada? Vous avez reçu une lettre de refus pour votre demande d'immigration au Canada? Ne paniquez pas. Dans cette vidéo, on vous explique comment contester une décision de refus pas à pas. Pensez à vous abonner, liker et surtout à visiter notre site web venioimmigration.com pour une évaluation gratuite de votre dossier avec un consultant réglementé en immigration canadienne. Commençons maintenant. Comprendre les raisons du refus. Prenez le temps de bien lire la lettre de refus. Chaque refus est motivé par des raisons précises. Manque de preuves, documents incomplets, doute sur votre intention de quitter le Canada et bien d'autres raisons. Par exemple, si on vous reproche un manque de fonds, regroupez toutes vos preuves bancaires, promesses de soutien financier et autres preuves à votre disposition. Respectez les délais. Vous avez en général entre 30 et 60 jours pour contester un refus. Cela dépend du programme et du type de demande. Ne tardez pas, un recours envoyé hors délai est rejeté automatiquement. Gardez bien en tête la date indiquée sur votre lettre. Choisir la bonne méthode de contestation. Il existe plusieurs voies. Demande de réexamen. Vous soumettez de nouveaux éléments qui n'avaient pas été pris en compte. C'est la méthode la plus simple et rapide. Recours administratif. Vous demandez une révision interne au sein du ministère.
Contrôle judiciaire à la Cour fédérale. Si vous pensez que l'erreur est juridique, vous pouvez aller plus loin avec l'aide d'un avocat. Préparez un dossier solide. Votre lettre de contestation doit être claire, argumentée et documentée. Appuyez chaque point avec des preuves. Lettre d'employeur, relevé bancaire, attestation, lettre de recommandation. Un dossier bien fait montre votre sérieux et votre engagement. Se faire accompagner. Notre cabinet s'est spécialisé dans les recours en cas de refus. On peut vous aider à effectuer les démarches suivantes. Faire une demande de réexamen. Monter une nouvelle demande bien préparée. Identifier un programme plus adapté à votre profil. Pour résumer, contester une lettre de refus, c'est possible et souvent justifié. Analysez les motifs, respectez les délais, choisissez la bonne procédure, préparez un bon dossier et surtout, faites-vous accompagner. Laissez un commentaire si vous avez des questions, likez si cette vidéo vous a aidé, abonnez-vous et surtout visitez venioimmigration.com pour une évaluation gratuite de votre situation ou pour une consultation immédiate avec un professionnel réglementé. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt. Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Imaginez la scène, vous avez travaillé dur, vous avez tout préparé, vous avez un score qui dépasse largement le minimum requis et pourtant votre dossier est refusé. C'est exactement ce qui est arrivé dernièrement avec plusieurs candidats qui avaient soumis eux-mêmes leur demande. Et c'est une situation qui peut arriver à n'importe qui. Beaucoup pensent avoir un score suffisant, mais la réalité est parfois différente. Aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi cela arrive, ce que cela veut dire pour vous et comment réagir. Alors, un bon score ne garantit pas toujours l'acceptation. La première idée à déconstruire, c'est que le score est la clé absolue. Oui, le score est essentiel, mais ce n'est pas une garantie. On peut avoir un score supérieur au seuil et quand même voir sa demande rejetée. Pourquoi? Parce que l'immigration ne se joue pas seulement sur un chiffre. Les agents évaluent aussi la cohérence de votre dossier, la qualité de vos preuves et la correspondance entre ce que vous déclarez et ce que vous démontrez. Un refus peut donc arriver même si sur papier, votre score semblait suffisant. L'autre élément, c'est la cohérence. C'est même l'élément le plus important. Dans un dossier d'immigration, chaque détail doit s'imbriquer parfaitement avec les autres. C'est comme un puzzle. Si une seule pièce ne correspond pas, l'image entière est remise en question. Un titre de poste, par exemple, qui ne colle pas avec la description des tâches, un document qui ne correspond pas exactement avec ce qui est attendu, ou même une différence dans les dates et le doute s'installe. Les agents ne cherchent pas seulement les chiffres, ils cherchent à être convaincus, ils veulent être convaincus que tout ça est crédible, que c'est cohérent, que c'est justifié. Alors, pourquoi l'agent peut refuser malgré un score suffisant? Ce qu'il faut comprendre, c'est que le rôle de l'agent est de vérifier si votre dossier respecte toutes les exigences, pas seulement le seuil de points. Il peut estimer que vos expériences ne correspondent pas exactement à ce que vous avez déclaré. Il peut juger que les preuves soumises ne sont pas assez solides. Il peut aussi considérer que certains éléments ne respectent pas les critères d'éligibilité. Cela peut paraître injuste, mais leur responsabilité, c'est d'appliquer les règles à la lettre. Un refus ne veut donc pas dire que vous n'avez pas le profil, mais simplement que le dossier tel qu'il était présenté n'a pas convaincu l'agent. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire après un refus? La première chose à retenir, c'est qu'un refus, ce n'est pas la fin de votre projet, à moins que vous ayez reçu une interdiction du territoire. Oui, c'est un coup dur, mais c'est aussi une occasion de corriger ce qui n'a pas fonctionné. Vous pouvez reprendre votre dossier, analyser les points faibles, ajuster votre stratégie. Dans certains cas, ça veut dire reformuler certaines expériences. Dans d'autres cas, cela peut être d'apporter des preuves plus claires ou mieux présentées. Ce qui compte, c'est de ne pas abandonner. Beaucoup de personnes qui ont eu un refus la première fois finissent par réussir parce qu'elles apprennent de cette étape. Comment relancer votre projet? La meilleure approche après un refus, c'est de revenir plus fort. Ça veut dire revoir son dossier avec un œil critique, s'assurer que chaque élément correspond aux attentes et préparer un profil encore plus solide.
Vous pouvez aussi envisager d'autres programmes d'immigration ou de renforcer certains aspects de votre profil comme la langue, l'expérience ou la formation. Chaque petite amélioration peut faire la différence. Et puis, quelque chose que je dis toujours à mes clients, c'est que soyez ordonnés. Soyez ordonnés parce que lorsque vous donnez tout en vrac à l'agent, ça ne marche pas comme ça. Ordonnez les choses. Classifiez votre dossier point par point. Regroupez les documents par aspect du dossier, par exemple, et puis expliquez ce qui n'est pas clair. N'attendez pas que l'agent devine certaines choses. Vraiment, expliquez tout, rendez tout clair pour que la décision soit aussi facile. Et vous verrez que ça va même réduire le délai de traitement. Parce que les longs délais de traitement découlent souvent du fait qu'il y a des doutes et il faut faire des vérifications supplémentaires. Donc, expliquer les choses et puis classer les documents pour permettre une décision plus facile. Vous voyez? Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on peut retenir de ce que je viens de dire? C'est qu'un score suffisant ne garantit pas toujours l'acceptation. C'est pas parce qu'on vous a invité que c'est fini. Maintenant, quand on vous a invité, vous devez prouver tout ce que vous avez dit. Donc, ce qui fait la différence, c'est la cohérence et la solidité du dossier que vous présentez. Si vous avez reçu un refus, ne considérez pas que le projet, c'est fini, mais considérez plutôt que c'est une étape qui vous permet de revenir mieux préparé. Et si vous voulez éviter les erreurs qui coûtent cher, je vous invite à une consultation avec moi. Vous pouvez réserver avec le lien qui est dans la description. Vous pouvez aussi m'envoyer un message, un email. Tous mes contacts sont dans la description, mon numéro WhatsApp et mon email. Voilà. Et puis, on va analyser ensemble votre situation et trouver la meilleure stratégie pour relancer votre projet. Le lien est en description, comme j'ai dit. Voilà. Donc, merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne dédiée à l'immigration au Canada. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet très important, la différence entre une demande retournée et une demande refusée. Ces deux notions sont souvent confondues, mais elles n'ont ni la même signification ni les mêmes conséquences. Comprendre cette distinction est essentiel pour vous pour savoir comment réagir et surtout, quelle stratégie mettre en place. Donc, pourquoi en parler? De nombreux candidats reçoivent une lettre d'IRCC et ne savent pas comment l'interpréter. Plusieurs me contactent d'ailleurs pour ça. Certains croient avoir été refusés alors qu'il s'agit d'un simple retour. D'autres pensent qu'un refus n'est qu'un détail mineur alors que c'est une décision officielle qui peut avoir des répercussions importantes. Faire la différence vous permet de prendre les bonnes décisions et d'éviter des erreurs coûteuses. Nous allons d'abord parler de ce qu'on appelle en anglais completeness check, c'est-à-dire la vérification de la complétude, de l'exhaustivité du dossier. Donc, lorsqu'une demande est déposée à IRCC, la première étape consiste à faire le completeness check, c'est-à-dire la vérification de la complétude ou de l'exhaustivité. C'est-à-dire qu'on va vérifier si vous avez fourni tous les documents requis et dans le bon format. Donc, à ce stade, l'agent vérifie uniquement si tous les documents requis sont présents et conformes. L'évaluation n'est pas encore faite sur le fond de votre demande, mais uniquement sur la présence et la validité des pièces exigées. Maintenant, pour la demande retournée, donc si le completeness check n'est pas réussi, la demande est retournée. Donc, ça va signifier que vous n'avez pas fourni tous les documents requis ou alors vous avez fourni des documents de substitution ou des documents qui ne sont pas acceptables. Donc, en tout cas, vous avez fourni des documents qui ne peuvent pas être utilisés pour traiter votre dossier. Soit alors vous avez des documents manquants, comme j'ai dit avant. Donc, la demande est donc considérée comme non reçue par IRCC dans ce cas-là. Ça ne laisse aucune trace dans votre historique d'immigration et les frais de traitement peuvent être remboursés. Il vous sera difficile, mais possible de déposer à nouveau votre demande une fois complétée la phase de collecte des bons documents.
ça ne sera pas aussi facile qu'au début. C'est comme si vous étiez la première fois. Donc, ça demande vraiment une meilleure préparation. Quand vous avez déjà un refus, ce n'est plus le même fonctionnement. Vous devez vraiment faire attention au point que l'agent a identifié, au document qu'il a identifié comme manquant, et veiller à ce que ces documents-là soient présents dans la demande que vous allez de nouveau déposer. Voilà. Donc, pour le refus, c'est une décision prise après analyse complète du dossier. Donc, l'agent évalue alors votre admissibilité et votre éligibilité au programme choisi. Par exemple, si vous appliquez au programme des travailleurs qualifiés fédéral, l'agent va vérifier si vous êtes éligible à ce programme et puis si vous êtes admissible à venir au Canada, si vous n'avez pas une interdiction, une raison d'interdiction de territoire, par exemple, pour raison de santé, de sécurité, par exemple. Donc, si les critères d'éligibilité ou d'admissibilité ne sont pas remplis, que ce soit un ou plusieurs critères, ou si les conditions ne sont pas respectées, la demande est rejetée, refusée. Donc là, c'est un refus officiel. Donc, la conséquence, c'est quoi? C'est que les frais de traitement ne vous seront pas remboursés. Dans le cas d'un simple retour de votre demande pour manque de complétude qu'on a vu avant, on vous retourne votre paiement parce que le traitement n'a pas commencé. Mais dans le cas d'un refus officiel, d'un refus de votre demande, parce que vous n'êtes pas éligible au programme, parce que vous êtes interdit de territoire pour raison de sécurité, de santé, par exemple, les frais de traitement ne sont pas remboursés vu qu'il y a eu traitement. On a traité votre demande. Donc, ça devient une partie de votre historique auprès de IRCC. Donc, dans certains cas, ça peut limiter vos chances futures. Par exemple, si vous avez une interdiction de territoire, ça va devenir compliqué de venir au Canada par la suite. Voilà. Donc, s'il y a des éléments graves, ça va être difficile pour vous plus tard de faire des demandes pour venir au Canada. Prenons l'exemple, une fausse déclaration, un document frauduleux, des choses comme ça. Ça rend les choses plus difficiles après. Donc, la différence clé entre un retour et un refus est donc fondamentale. Vous devez comprendre ça. Un retour, c'est juste parce que votre dossier est incomplet. Ce n'est pas considéré comme une demande officielle vu que vous n'avez pas soumis tout ce qui a été demandé. Maintenant, un refus, c'est une décision officielle avec impact direct sur votre parcours d'immigration. Voilà. Donc, il est important de comprendre la distinction parce que ne pas faire la différence peut entraîner des erreurs, des réactions inadaptées. Par exemple, penser à tort que vous avez été refusé alors qu'il s'agit d'un retour peut provoquer une perte de temps et de motivation inutile. Par exemple, vous pouvez décider de demander un réexamen alors qu'on a retourné le dossier parce qu'il manquait un document. Un réexamen n'est pas possible parce que la demande n'a même pas été examinée. On a juste vérifié si vous aviez fourni tous les documents. Donc, croire que ce n'est qu'un retour alors que c'est un refus, au contraire, ça peut vous empêcher de prendre les mesures nécessaires pour corriger la situation. Par exemple, ça peut être un refus, une erreur, un refus par erreur, une erreur d'appréciation de l'agent. Et puis vous, si vous pensez que c'est juste un retour de la demande, vous pouvez peut-être jeter l'éponge et puis préparer une nouvelle demande alors que vous auriez pu faire une demande de réexamen et économiser de l'argent, par exemple. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire en cas de retour de votre demande? Si votre demande est retournée, l'essentiel est de vérifier la raison indiquée. Pourquoi la demande a été retournée? Et maintenant, vous corrigez l'erreur ou le manque signalé et puis vous resoumettez un nouveau dossier complet cette fois-là. Soyez vraiment strict sur la qualité et puis l'exhaustivité des documents. Fournissez tous les documents demandés au bon format et lisible, clair, bien classé. L'objectif est de vous assurer que la prochaine fois, votre demande passe le completeness check en anglais ou alors la vérification de la complétude sans problème. Que faire en cas de refus? Donc, si votre demande est refusée, la première étape est d'analyser attentivement la lettre de décision ou de vous faire aider pour l'analyser.
La lettre précise les motifs du refus. Ensuite, vous devez définir une nouvelle stratégie. Par exemple, améliorer votre profil, envisager un autre programme ou explorer des recours possibles, une demande de réexamen, une procédure à la Cour fédérale. Donc, chaque option demande prudence et préparation. Et puis, c'est souvent conseillé de demander l'avis d'un professionnel pour ne pas accumuler les erreurs. Voilà, surtout si votre cas est un peu complexe. Un conseil, ne répétez pas les mêmes erreurs. Donc, une erreur courante consiste à refaire une demande identique après un refus. Ça, c'est une grave erreur parce que ça ne va pas produire un résultat différent. Les mêmes causes vont produire les mêmes résultats. Donc, ne reconduisez pas la demande qui a été refusée. Ça conduit au même résultat, comme j'ai dit, et il est indispensable donc que vous apportiez de réels changements dans votre dossier pour augmenter vos chances de succès pour une nouvelle demande. Les solutions possibles, selon la situation, plusieurs voies peuvent être envisageables. Par exemple, préparer et présenter une nouvelle demande avec des documents complets et conformes, renforcer votre profil avant de déposer à nouveau, explorer d'autres programmes d'immigration plus adaptés à votre profil, consulter un professionnel comme moi pour bâtir une stratégie plus solide. Voilà. Donc, chaque situation est unique. Ce que j'ai dit jusqu'ici est vraiment général. Donc, ce n'est pas pour un cas particulier. Chaque personne qui a eu un refus a une raison différente, a des documents différents, a un profil différent. Donc, c'est pourquoi il est fortement conseillé de bien regarder pourquoi ça s'est passé comme ça. Ne comparez pas votre situation à celle d'une autre personne. Donc, et si possible, consultez un professionnel. Par exemple, moi, j'offre des consultations pour étudier les lettres de refus et trouver des solutions. Donc, le lien pour prendre rendez-vous est dans la description. Vous avez aussi mon numéro WhatsApp. Si vous voulez prendre rendez-vous, je peux vous aider à trouver des réponses à vos questions. Donc, la consultation permettra d'analyser la lettre de retour ou de refus, d'identifier les options réelles qui sont disponibles pour vous et puis de bâtir un plan qui augmente réellement vos chances de réussite. Donc, pour conclure, une demande retournée n'est pas un refus à proprement parler. C'est une question de complétude de vos documents. Votre dossier n'est pas complet, il manque des documents ou alors vous avez fourni des documents au mauvais format. Une demande refusée, c'est une décision officielle avec des conséquences plus lourdes. Mais dans les deux cas, il existe des solutions qui nécessitent de la réflexion et de la stratégie. Si vous êtes concerné par l'une ou l'autre de ces situations, prenez le temps de bien analyser vos options et prenez rendez-vous avec moi si vous souhaitez que je vous aide à mettre toutes les chances de votre côté. Donc, merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, partager cette information avec d'autres candidats qui pourraient en avoir besoin. Et puis, n'hésitez pas, comme j'ai dit, le lien pour prendre rendez-vous est dans la description. Mon numéro WhatsApp aussi, si vous voulez poser des questions. Voilà. Donc, merci. Et puis, je vais vous retrouver très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.